Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Fidèles auditeurs et auditrices, bonjour et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Nous sommes dans, je dirais, l'atmosphère préélectorale. Quand on parle de l'atmosphère préélectorale, ça inclut la pré-campagne, la campagne et puis le scrutin proprement dit. L'heure est donc à l'écoute par rapport au programme de société des différents candidats. Et ce soir, nous sommes avec le candidat de la formation politique ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. Et il est donc professeur à l'université de Lomé, professeur Tchabouré Aimé Gougué, c'est de lui qu'il s'agit. Nous allons évoquer donc sa candidature, comment il se sent à un peu plus de 24 heures avant l'ouverture de la campagne, dans quel état d'esprit va-t-il aborder la campagne, que peut attendre le peuple togolais de sa candidature. En tout cas, c'est avec l'invité, professeur Tchabouré Aimé Gougué. Bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir les auditeurs, bonsoir les auditeurs. Je rappelle que c'est une émission qui est également diffusée sur la Gazette du Togo, sur Radio Avounoté et si possible sur Radio Canal K en Suisse. Alors, professeur Tchabouré Aimé Gougué, vous êtes candidat pour quelle fois déjà? C'est la deuxième fois. La deuxième fois. J'ai été candidat en 2015, je suis candidat actuellement. Et comment vous vous sentez? Non, je me sens assez bien, je me suis préparé. C'est comme un joueur de football qui se prépare pour un match important. Donc à la veille du match, on est prêt, mais quand même il y a un peu de nervosité, mais on est complètement prêt pour affronter nos adversaires sur le champ de bataille qui est de gagner les élections. Alors aujourd'hui, vous avez évoqué nervosité. Qu'est-ce que vous mettez? Non, nervosité, c'est trop dire. Disons, avant un match, quel que soit même Messi est un peu... Mais quand même, le calme est. Disons, lorsque vous allez affronter quelque chose, quand même, vous devez bien. En fait, ça permet de mobiliser toutes ces énergies. Hein. Ne pensez pas que la nervosité, c'est simplement perdre son état d'esprit, mais ça permet de mobiliser ces énergies internes pour pouvoir aller. Alors, quand on considère que, puisque vous avez fait comparaison avec un joueur de football, on peut dire qu'actuellement vous êtes en plein échauffement. Échauffement, nous avons dépassé l'état de chaud, puisque comme vous le dites, c'est à moins de 24, c'est un peu plus de 24 heures. Donc nous sommes à l'état d'apaisement interne pour pouvoir aller au match. C'est-à-dire une forte concentration. Concentration, tout ça, voir les derniers réglages avant d'aller au match. Alors, dans quel état d'esprit vous allez aborder cette période de campagne, 2 semaines, donc 15 jours? Non, disons que c'est un esprit pour cahier de victoire, mais en même temps, parce que nous savons l'importance de ces élections pour le Togo et pour les Togolais. Parce que tous les Togolais veulent l'alternance et se concentrent pour l'alternance et nous sommes convaincus qu'en 2020, nous serons l'alternance. Donc nous l'abordons dans un esprit serein et comme vous le connaissez très bien, nous ne l'abordons pas dans une adversité négative. Nous savons nous avons 6 adversaires devant nous. Nous espérons que nous serons le meilleur pour gagner. Mais nous ne sommes pas là pour le dénigrement. Nous allons dérouler notre projet de société devant les électeurs. C'est ça. Alors, quand on lit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec les commentaires des uns et des autres, est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet par rapport à l'atmosphère qui risque de prévaloir, des invectives, des préjugés, des jugements? Non, vous savez, c'est regrettable que ça se passe, mais vous connaissez, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Etc. Nous avons, vous rappelez, il y a quelques mois, nous avons appelé déjà les compatriotes à éviter ce type de langage sur les réseaux sociaux notamment. Mais malheureusement, ça ne sont pas appris. Mais je crois quand même qu'il y a tendance à appeler les gens à se mettre un peu plus calme. Je crois que ça diminue par rapport au mois de juillet. Donc je crois que de plus en plus on ira, lorsque la campagne va commencer, je crois que ce sera le cas. Et où actuellement on voit beaucoup de gens de l'opposition insulter les gens, des candidats de l'opposition. Je crois que c'est quelque chose que nous devons dire. Ce comportement n'est pas bon pour l'opposition. Parce que nous pensons qu'il faut adopter une attitude qui encourage les électeurs à aller voter. Lorsqu'il y a de telles perspectives sur les réseaux sociaux, il est possible que ça permet de voter. Est-ce que ça inquiète?
Bon, c'est un défi à relever. Hein. C'est un défi à relever. Comment arriver à mobiliser les électeurs pour aller voter? C'est très important. C'est un défi pour nous tous. Parce que nous savons que plus le taux d'abstention est élevé, plus nous avons des problèmes. Parce que les gens qui s'abstiennent d'aller voter, c'est généralement les électeurs de l'opposition, les partisans de l'opposition. Donc nous avons tout intérêt à tout faire pour qu'ils aillent voter. Donc c'est pourquoi nous appelons les compatriotes qui sont sur les réseaux sociaux à perdre le temps, à insulter les autres candidats de l'opposition, de faire un effort pour cesser ce comportement. Et puis c'est pas civique, hein. C'est insulter les gens. Moi j'ai pas fait ça. Mais est-ce que vous comprenez quand même leurs sentiments? Non, insulter quelqu'un, je ne comprends pas ce sentiment. Mais dire que, bon, je suis découragé parce que les élections du passé n'ont pas donné quelque chose, ça, je peux le comprendre. Mais ça ne va pas jusqu'à dire à insulter. On peut avoir des opinions différentes de certains, mais il faut être serein, il faut être calme, il faut respecter les autres, il faut argument contre argument. Ça ne pas insulter les gens qui permettent de résoudre ce problème. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne comprends pas insulter. Je comprends avoir des problèmes pour aller aux élections parce qu'on pense que ça ne donne pas de résultats. Mais nous disons qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller aux élections. Si nous sommes un parti politique qui ne pense que s'engager dans la voie électorale, nous n'avons pas d'autre choix. Nous savons que c'est un défi avec ce régime, aller aux élections. Mais nous sommes des êtres humains, il faut relever des défis. Alors concrètement, quelles sont vos motivations en décidant d'aller encore une seconde fois appeler le peuple à vous faire confiance pour présider à la destinée du pays? Non, mes motivations sont très claires et nettes. Ça fait... Moi, je ne parle pas de la durée nécessairement du régime dans lequel nous vivons, mais je parle des performances de ce régime. Les conditions de vie des populations se dégradent de plus en plus. Donc, étant citoyen, je suis préoccupé par les conditions de vie des citoyens togolais. Et je ne vois pas comment ce régime peut améliorer sa manière de gouverner le pays. Et le tissu social est disloqué, c'est pas bon. Il faut qu'on trouve un moyen de réconcilier les Togolais entre eux. Il faut trouver des moyens pour mettre en place des programmes pour développer le pays, pour améliorer les conditions de vie des Togolais. Et je pense que j'ai quelques atouts que je vais mettre à la disposition de la population pour résoudre certains de ces problèmes fondamentaux. Vous êtes déjà dans les activités, des meetings que vous multipliez un peu par-ci, vous écoutez le peuple. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Je leur dis d'avoir espoir. Parce que vous savez, le Togolais est arrivé à un état où ils n'ont aucun espoir. Si vous prenez les jeunes, quel est le pourcentage de jeunes qui sont sans emploi? Donc, lorsqu'une population arrive à ce niveau, c'est très dangereux. C'est la génération, nous avons une génération, nous vivons une période où la génération actuelle a des conditions de vie meilleures que la génération future. C'est-à-dire, nous, notre génération a des conditions de vie meilleures que la génération de nos enfants, la majorité. Ça, c'est dangereux pour une société, parce que dans chaque société, on veut que de génération en génération, les conditions de vie s'améliorent. Donc je leur dis, bon, écoutez, même si on reconnaît que ce régime a fait quelque chose, mais il y a beaucoup de manquements. Nous, les professeurs, on dit peut mieux faire. Donc nous disons que la population doit avoir confiance à l'avenir, nous donnons confiance pour qu'on puisse changer les choses. Alors, en matière de programme, concrètement, vous l'avez dit, le pays est confronté à un taux de pauvreté assez extrême. Nous avons le taux de chômage qui également inquiète la jeunesse qui est devenue ce qu'on peut appeler capitaux morts parce qu'habituée au passage derrière les rideaux blancs, les jeux de hasard, les dés, les dames. Quel avenir vous pouvez passer? Très bien. Et quel est votre programme? Mon programme, la première chose, c'est la démocratie. De ce pays, l'état de droit et les droits de l'homme. J'ai dit dans mon programme de 2015 sur le lycée, on s'intéresse. Est-ce que c'est ça qui est réchauffé ou non, bien... ça n'a pas réchauffé du tout. Mais le point fondamental, nous avons dit là à ce moment que nous ferons un mandat de 5 ans et nous quitterons. Ça, c'est pour faire comprendre aux Togolais que l'alternance est possible. Et que c'est volontaire. Donc moi, après 5 ans, je pars un mandat où ce serait... transitoire ou... Bon, ça dépend du mot que vous voulez, mais je vais assumer ma responsabilité en tant que président de la République. Sans pas une transition, je dis, je fais 5 ans. Mandela a fait 5 ans, il est parti. Je fais aussi 5 ans, je ne me compare pas à Mandela, loin de là. Il y a également d'autres qui ont fait, mais qui refusent de partir. Qui refusent de partir, moi je partirai. Mandela l'a dit, il a fait. Moi aussi je le dis. Mandela bis. Je n'aime pas qu'on me compare à quelqu'un. Mandela, c'est un monument. Je suis loin d'être Mandela. Disons que sur ce point, oui, je vais imiter Mandela. Ça, c'est le premier point.
Donc l'ancrage de la démocratie est une priorité, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, une priorité. Ensuite, maintenant, si on vient aux conditions de vie, les conditions de vie au niveau de l'emploi, nous mettons en place des programmes spécifiques pour encourager l'emploi des jeunes. Vous savez, actuellement, plein de jeunes sont dans le système, dans les programmes de volontariat. Nous allons essayer de les recruter en ce qui concerne la fonction publique et discuter avec le secteur privé pour qu'ils puissent les inclure graduellement dans leur personnel, parce qu'actuellement, c'est grave. Il y a des entreprises qui utilisent des volontaires pendant 5 ans pour essayer de payer un problème. Si vous gardez quelqu'un pendant 5 ans, c'est même pas normal. Ensuite, le CIMIC, vous savez, le CIMIC du Togo n'est pas élevé. Et peut-être que le gouvernement pensait qu'en adoptant cette politique de bas salaire, ça peut encourager les investissements. Mais ça a un effet pervers. Dans certains pays, lorsque les salaires sont trop bas, on peut penser que vous payez des salaires d'esclaves dans votre travail. Et en ce moment, vous avez des problèmes à exporter dans ce pays. Donc à attirer des investissements étrangers. Donc, c'est là où on va voir ça. Le problème des pensions retraite, vous savez, il y a des gens qui ont travaillé des années, 30 ans, et qui ont des pensions inférieures à 20 000 €. C'est inconcevable. Comment quelqu'un peut vivre avec ça? Il y a un problème de logements sociaux que nous allons construire. Nous disons souvent que si vous voyez dans les programmes, les conditions, que ce soit les enseignants, les personnels de santé, ils ont des indemnités de logement. Mais une fois qu'ils ont fini leur travail, ils sont quittés, ils sont à la retraite, ils n'ont plus rien. C'est comme c'est des indemnités. Mais peut-être à partir de ces indemnités, nous discutons avec le syndicat, avec les banques, pour voir si on ne peut pas leur accorder des prêts pour construire des logements. Donc ça, c'est un programme. En dehors de ça, l'État construira des logements sociaux. Bon, l'agriculture, nous avons des programmes, des projets pour améliorer l'agriculture. Sur l'industrie également, la transformation des produits agricoles, comment des filets sociaux. Nous allons évaluer le programme que le gouvernement actuellement avec la Banque mondiale qui consiste à donner un minimum à des ménages. Nous évaluerons si ça permet. Spécialement dans les savanes. Oui, c'est le secteur de la région la plus pauvre. Donc nous allons évaluer pour voir si ça n'encourage pas les gens à ne rien faire. Si c'est un bon programme, nous allons essayer de l'étendre en espérant que les conditions de vie des gens vont s'améliorer. Est-ce que ce n'est pas une façon de retourner 50 ans en arrière, non, à l'époque où le général Yadé Mahfouz, président, distribuait encore de l'argent? Non, ça c'est la distribution sur les bases politiques, ça c'est autre chose. Actuellement, c'est des expériences qu'on a essayées au Kenya, en Afrique de l'Est. C'est un programme de la Banque mondiale. Évidemment, il faut évaluer ce programme pour voir qu'est-ce que ça a comme efficacité sur la pauvreté et sur la manière de travailler des gens. Si ça décourage les gens à aller travailler, évidemment, ça peut continuer. Mais si ça encourage les gens à sortir de la pauvreté, à travailler, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut étendre. Il ne faut pas limiter ça dans une seule région. Et on espère que bientôt, ce programme va disparaître de lui-même si les gens sont plus pauvres. Du moins, que le pourcentage des gens pauvres va diminuer et ce programme va diminuer. Professeur Tchabouré Aimé-Gogué, vous êtes enseignant à l'université et j'ose croire que la situation des enseignants, appelés enseignants volontaires, je ne sais pas si c'est de façon abusive, vous inquiète, mais est-ce que vous avez un point dans votre programme les concernant? Il y en a qui sont payés à 2500 francs et difficilement. Non, c'est ce que j'ai dit. Je disais pour les enseignants volontaires, je dis le programme pour volontaires. Nous allons tout faire pour qu'ils soient intégrés dans la fonction publique. Donc vous parlez du secteur privé. Les gens qui sont... Effectivement, là aussi, il faut contrôler, il faut une meilleure contrôle mais même dans le secteur public, parce qu'il y en a qui ne marchent pas sur le budget provenant, mais qui sont juste appelés enseignants volontaires et qui sont censés être payés par les communautés elles-mêmes. Oui. Donc ça, il faudra savoir que la formation des ressources humaines dans un pays coûte cher. C'est budgétivore, mais c'est pour bâtir l'avenir du pays, pour le développement du pays. Mais à partir de là, si vous avez des ressources, nous pensons que nous avons, avec les mesures que nous allons mettre en place, le taux de croissance économique va diminuer, il va augmenter au lieu de 6% qu'ils estiment. Nous pensons aller au moins vers les 9%. Avec cette augmentation de PIB, évidemment, les recettes fiscales vont augmenter. Si les recettes fiscales augmentent, nous allons avoir la possibilité de recruter les gens
Parce que ce que vous dites, c'est vrai, il y a des gens qui vivent cette situation pendant 2, 3, 4 ans, ce qui n'est pas normal. Les conséquences que cela a sur la société togolaise est catastrophique, elles sont catastrophiques. Parce que lorsque vous gagnez 20 000 par mois, vous n'avez pas de possibilité de faire des prêts. Il vous est difficile de concevoir, de vous marier. C'est difficile. Vous aurez des ménages très instables. Et vous voyez quelle société, quel avenir on a pour ça. Donc c'est un problème fondamental que nous devons résoudre, sur lequel on doit se pencher. Et nous y pensons. Nous avons des volets dans notre programme qui permettent de nous attaquer à ces problèmes. Alors, professeur Tchambouré Emegogé, aujourd'hui, vous êtes 7 candidats en liste, dont 6 de l'opposition. Comment vous vivez ce positionnement de l'opposition avec 6 candidats stratégiques? Moi, ça ne... Parce que 6 candidats, j'espère qu'on va évoluer vers ajouter stratégique. Ça ne m'inquiète pas. Les gens ont lutté pour la candidature unique. Vous avez connu ma position sur la candidature unique. Je l'ai répété à maintes reprises que pour moi, je n'ai ni la solution, ce n'est pas une condition ni nécessaire ni suffisante pour avoir l'alternance. Même on voit actuellement ce qui s'est passé avec le choix de Gabriel Mensah-Bruno Kodjo. Monseigneur Kodjo. Ça a encore divisé un peu plus l'opposition. Nous espérons que on va se rappeler rapidement. Donc nous pensons que la seule condition que moi je demande à mes collègues, c'est savoir que nous avons un seul adversaire principal. Évidemment, nous sommes tous des adversaires, mais notre adversaire commun, c'est le candidat de l'UNIR. Donc nous devons premièrement nous attaquer au candidat de l'UNIR. Et maintenant, entre nous, évidemment, chacun fait sa campagne de route, sa campagne normalement. À partir de là, il est possible de mobiliser plus les électeurs pour aller voter. Moi, je vais mobiliser tous mes électeurs, tous mes fans, mes partisans. Jean-Pierre Fabre fera autant, Golo autant, etc. Aboymo autant, etc. En ce moment, on a la possibilité de mobiliser plus les gens, d'électeurs. Ça participe à une réduction de taux d'abstention pour les élections. Non, même ça divise les voix. Ça ne divise, oui, non, ça ne divise pas les voix. Notre problème, c'est prendre le plus de voix possible par rapport au candidat d'Union. Il ne faut pas penser que ça divise les voix. Donc, si nous arrivons à augmenter le nombre de voix pour toute l'opposition, c'est important pour nous. Supposons que nous avons 2 candidats qui n'arrivent pas à mobiliser toutes les voix de l'opposition. C'est ça. Donc, notre préoccupation majeure, c'est mobiliser le plus possible d'électeurs. Et je pense que cette solution, si nous ne nous attaquons pas les uns des autres, je crois que c'est plus efficace. Ce qui veut dire concrètement que vous misez sur un second tour? Pas nécessairement, il peut y avoir un d'entre nous qui émerge. En 1998, il y avait plusieurs candidats. Mais Guirguis, nous savons tous que Guirguis avait gagné. Je crois que c'est la même chose en 2003 que Bob Akitani avait gagné. Et la probabilité que Jean-Pierre ait gagné en 2010 aussi n'est pas nulle, etc. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait plusieurs candidats qui veut dire qu'on ne peut pas gagner au premier tour. Parce qu'un de nous, j'espère que c'est moi, peut bien faire pour gagner au premier tour. Il ne s'est pas exclu. Il ne faut pas être pessimiste. La seule chose que je dis, la multitude des candidatures peut nous aider à mobiliser le plus possible d'électeurs favorables à l'opposition. Donc il faut éviter de dire que ça divise les voix. Non, ça ne divise pas les voix. La seule chose que nous voulons gagner par rapport à unir. Si nous mobilisons beaucoup plus nos partisans, vous voyez que c'est joué. Alors, il y a un facteur important qui inquiète un peu et qui dérange certains observateurs, la candidature de Faure Gnassingbé pour un 4e mandat consécutif. Oui, est-ce que ce n'est pas un facteur en défaveur du positionnement de l'opposition? Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez, dans tout pays, le candidat en poste a un avantage par rapport aux autres. Personne des 6 candidats de l'opposition ne souhaiterait, même je dirais même beaucoup de gens d'Uni ne souhaiteraient pas la candidature de Faure. Beaucoup de gens. Mais ils ont jubilé quand il a dit avec humilité, oui. Ils ont jubilé. C'est du n'importe quoi. Ils ont jubilé. Certains ont jubilé. Mais intérieurement, je sais que vous le savez, beaucoup de Togolais n'approuvent pas cette candidature. Non, il est candidat, nous en prenons acte, nous devons le combattre. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que le fait qu'il soit candidat fait que les dés soient pipés d'avance? Ça, je suis totalement surpris que des êtres humains, allant à un combat, disent que les jeux sont pipés d'avance. Alors pourquoi nous allons combattre? Qu'est-ce que ça veut dire les jeux pipés? Pour moi, l'éducation que j'ai reçue dans ma vie, lorsque vous allez en combat,
vous y allez pour gagner. Évidemment, les conditions sont difficiles, mais vous devez mettre en œuvre tout ce que vous pouvez pour gagner. Je donne l'exemple. Il y a le professeur qui m'a donné le même exemple. Moi, mon exemple, c'est lequel? Quand j'étais jeune, je vivais à Mango. Je connaissais l'équipe de Mango, l'équipe des élèves. Djoumbé? Non, l'équipe des élèves. C'est récent, l'équipe des élèves. Et je savais que l'équipe des élèves de Mango était forte au football. Alors mon père part à la retraite, donc je vais à Dapon. Je jouais là-bas. Je suggère que l'équipe était moins forte que l'équipe de Mango. Et on devait jouer contre l'équipe de Mango. J'ai dit à ma carrière, écoutez, l'équipe de Mango est très forte. Si on ne fait pas attention, on va se faire ridiculiser à Mango. On s'est entraîné sérieusement et on les a battus 10-2. Feu Diabaté me rappelle ça chaque fois qu'il me voit. C'est ce qu'il me dit. Donc on ne peut pas a priori dire que, évidemment, ils veulent piper les jeux. Et nous disons que les conditions des élections ne sont pas bonnes. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle baisser les bras. On dit chez nous que c'est un essai qu'on tue l'éléphant. D'autres disent même que c'est un essai que la souris tue l'éléphant. Sauf qu'on n'a pas quantifié le nombre d'essais avant de tuer l'éléphant. Pas nécessairement. Il peut être là l'éléphant, peut-être que... bon, il ne va pas dire qu'il affronte l'éléphant. Peut-être qu'il y a un petit trou quelque part. L'éléphant, peut-être c'est un grand trou, mais on voit un petit truc. L'éléphant pense qu'il peut passer par là, il tombe dedans, il meurt. On peut dire que c'est la souris qui l'a tué. Alors, les conditions, on ne peut pas prévoir. Bon, la Bible, David et Goliath. A priori, qui aurait pensé que... Est-ce que les conditions sont les mêmes? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que l'organisateur du match, c'est lui qui a choisi l'arbitre, c'est lui qui a choisi le commissaire au match, c'est lui qui finance, je dirais, l'échauffement de l'adversaire. Oui. Alors, concrètement, oui, quand on prend par exemple ce que l'État met dans la cagnotte pour accompagner, prendre en charge par exemple les délégués dans les bureaux de vote. Mais c'est très grave. Dans tous les pays. C'est ce qui revient dans les analyses que je souligne. Non, ça ne doit pas revenir. Mais je trouve totalement insensé que les Togolais soulèvent ce problème. Dans tous les partis, dans tous les pays, les gouvernements financent les partis politiques. Alors pourquoi ici c'est leur argent? C'est l'argent du gouvernement. C'est l'argent du gouvernement, c'est l'argent de fort. Mais je suis complètement ahuri quand on me sort ces arguments. C'est une obligation pour le gouvernement de faire avancer la démocratie, de faire avancer l'institution civique, la cohésion sociale. Le gouvernement a obligation de financer, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout au monde. Le gouvernement finance, que ce soit au Canada. Je viens du Canada il n'y a pas longtemps, il y a eu les élections générales. Le gouvernement a financé les partis politiques d'opposition. Je ne vois pas comment ici on a fait cas. Pourquoi je ne comprends pas. Les Togolais n'ont qu'à se sentir un peu responsables. C'est leur argent. C'est l'argent public. Et les partis politiques jouent un rôle important dans la construction du tissu social. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens confondent finalement État, gouvernement, parti au pouvoir? Peut-être que les gens le confondent, mais ils n'ont qu'à savoir, il faut qu'ils apprennent à savoir que c'est l'argent des impôts, et que ce n'est pas financer Goguet. Ils financent le système électoral qui permet de construire une société, d'avoir une société apaisée, d'avoir une société unie. Donc ce n'est pas Goguet qui finance. Lorsque les gens disent ça, je ne comprends pas. Ils financent le système politique qui permet à la société de fonctionner normalement, c'est tout. L'argent qu'ils financent, vous pensez qu'on met ça dans nos poches? Si vous savez ce qu'on dépense pour la campagne électorale, c'est énorme. Ils vont nous donner, je crois que ça fait 43 millions chacun. Des 7 candidats. Mais ce qu'on va mettre, ce n'est pas 100 millions, ce n'est pas 200. C'est autour de 200 au minimum. Alors que dire que l'État nous donne de l'argent pour payer les délégués, 2000 par délégué, quand même. C'est exagéré, il faut que les Togolais soient un peu plus responsables. Alors, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est le 6 février qu'on va donner le coup d'envoi de la campagne électorale. Et nous savons que les conditions sécuritaires sur le terrain sont un peu criardes parce qu'il y a encore des villes assiégées où les militaires font quand même la loi. Quelles sont les dispositions que vous, en tant que candidat, prenez pour que votre circulation soit exempte de Moi, je vais circuler, je vais circuler. Je sais qu'il faut faire des dispositions pour se mettre un état de, je ne dirais pas terreur, d'intimider a priori les électeurs pour qu'ils n'aillent pas voter dans les villes. Ensuite, beaucoup de gens fuient le pays, dans ces zones. Donc ce serait difficile d'aller voter. Nous les encourageons de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, d'être là. Je suis sûr qu'ils font ça parce qu'ils veulent gagner les élections avant, c'est-à-dire d'éliminer nos électeurs.
J'ai dit, bon, moi, je suis passé à Sokoré. Je voulais faire une petite réunion à Tchamba, mais j'ai eu plus de 200, 300 personnes. Donc ça veut dire que bon, c'est possible. J'étais passé aussi à Mango, ça veut dire que c'est possible. Moi, j'ai dit aux militaires, écoutez, vous restez, les militaires sont là pour nous tous. Ne faites pas de bagaille, ne provoquez pas, on verra ce qui va se passer. Je sais que ce qu'ils font, je n'en peux pas du tout que les vies soient assises. Je vous rappelez, la C14, dans son temps, avait réclamé plusieurs fois qu'on élève l'état du siège de ces vies. Nous maintenons cela pour les vérifications. Mais, quel que soit les cas, nous allons les battre dans les urnes. C'est ça notre objectif. Battre dans les urnes, dans des conditions que nous connaissons, ça évoque la question des chances que vous avez en tant que candidat. Nous savons que le 20 décembre, avant ce processus, il y a eu une opération de révision des listes électorales et le boycott avait été le mot d'ordre. Et la récente révision a permis d'enrôler environ 400 personnes. Non, plus de 400. Ils ont dit 400 ? Oui, environ 400 personnes, ou un peu plus, ou un peu plus. Ça n'a pas atteint 500. Alors, oui, sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne constitue pas une faiblesse? C'est pourquoi je vous dis. Mais ça constitue une faiblesse, mais en même temps, sachez que nous avons appelé effectivement au boycott en octobre 2018. C'est là qu'il y a le 414, 418 000, quelque chose comme ça. Le recensement, non, au recensement qu'on avait appelé au boycott. Mais aux révisions, on a appelé les gens d'y aller. C'était une erreur de notre part d'avoir appelé au boycott. Mais sachez que la population dans son ensemble n'a pas respecté sérieusement ce boycott. Dans certains coins, ils l'ont respecté, mais dans beaucoup d'autres, non. Vous savez, en fait, la preuve, c'est lors des élections locales passées, à Lomé, le taux d'abstention était à plus de 70%. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous avons des gens qui ne sont pas allés voter. Parce que quand on parle de taux d'abstention, ça veut dire que c'est des gens qui ont leur carte, mais qui ne sont pas allés voter. Vous voyez que si tout ce monde vote, ou bien même ne serait-ce que 50% de ces gens vont voter, ça va changer la chose. Donc aujourd'hui, concrètement, ça n'inquiète pas. Bon, évidemment, lorsque vous perdez quelques voix, c'est normal que ça vous inquiète un peu. Mais sachez que ce n'est pas aussi inquiétant qu'on semble dire. Alors, professeur Tchabouri Aimé-Gogué, notre entretien est pratiquement arrivé à sa fin. Aujourd'hui, quel appel avez-vous à lancer au peuple togolais, ici, à la diaspora, pour que le 22 février, vous soyez le futur président du Togo? Non, premièrement, pour nous, la grande préoccupation... Enfin, je dois dire le 22 février, vous soyez le président du Togo. Non, l'objectif principal, notre objectif au niveau de la DIC, c'est qu'on obtienne l'alternance le 22 février. Nous voulons que l'opposition gagne, un candidat de l'opposition gagne, mais c'est mieux, évidemment, je suis candidat, c'est mieux que si c'est moi. Mais la priorité, c'est que l'opposition gagne. C'est ça notre priorité. Bon, l'appel que je lance, je l'ai dit indirectement, c'est que tout le monde doit aller voter. Tous ceux qui ont leur carte doivent aller voter. Ça, c'est la priorité. Et voter, ne pas voter pour le candidat d'Union. C'est ce que je dis à la population. Tous ceux qui ont leur carte, allez voter. Ne votez pas pour le candidat d'Union. Votez pour tout candidat de l'opposition, évidemment de préférence pour le professeur Gogué. C'est tout ce que je pense à la population. Et que les élections se déroulent sans problème. C'est vrai, l'Union, ils font des intimidations, ils vont essayer de faire des intimidations, ils vont faire des fautes. Mais je demande à la population d'être très vigilante pour éviter ces choses, pour lutter contre les fraudes, afin que l'opposition puisse gagner. Qu'on ait la vérité des yeux. Que ce soit cette vérité des yeux qui soit. Professeur Tchabouri Aimé-Gogué, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci donc à vous qui nous avez suivis dans cet entretien réalisé avec le candidat, professeur Tchabouri Aimé-Gogué. Nous osons croire que c'est le futur président du Togo. Vous l'avez écouté dans tout son développement. En tout cas, c'est le lieu de souhaiter bonne chance à tous les candidats. Nous mettons le cap sur le prochain et c'est dans les prochains jours. Au revoir. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.